Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jean-Marc Lobacaro, je suis enseignant-chercheur à l'Université Clermont-Auvergne dans le laboratoire génétique, reproduction et développement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un point crucial pour éviter d'attraper des maladies et dans le traitement des maladies, mais aujourd'hui on va plutôt parler d'éviter d'attraper la maladie. Alors, ça peut paraître un peu caricatural, mais il est évident que si on ne veut pas attraper de maladie, le plus sûr, c'est de s'en protéger. La prophylaxie, c'est le processus actif ou passif qui a pour objectif de prévenir l'apparition, la propagation ou l'aggravation de la maladie. Voilà. Alors nous avons toutes et tous en mémoire l'épidémie de Covid qui est hélas pas encore terminée. Quels étaient les gestes que nous avons dû effectuer pour nous protéger de la Covid? Eh bien, c'était ce que l'on appelait les gestes barrières, à savoir tousser dans le coude, la distanciation physique, pas de bisous, pas de se toucher les mains. Nous avions tous des masques pour éviter de propager des virus et que quelqu'un en face l'attrape. Donc, finalement, ce sont des mesures barrières. Retenez bien ce mot barrière parce qu'on va l'évoquer plus tard. Ce qui est intéressant de noter quand même, c'est que les gestes barrières ont permis également, certes, de nous protéger de la Covid, mais aussi à considérablement réduit l'incidence, c'est-à-dire le taux d'apparition de la grippe, puisqu'on a vu cette dernière année que la grippe a non pas disparu, mais il y avait quasiment plus de propagation de la grippe, mais également de la gastro-entérite, montrant que finalement, les gestes barrières ont été efficaces contre la Covid, mais également contre la grippe et contre la gastro-entérite. Finalement, la prophylaxie, qu'est-ce que c'est? Si on pouvait résumer en quelques mots, eh bien, la prophylaxie, c'est éviter le contact d'animaux, d'êtres humains, bien évidemment, mais aussi de plantes d'intérêt agronomique, le blé, le tournesol, le maïs, d'éviter le contact de levures, voire de bactéries, là encore d'intérêt industriel. Le contact avec qui, avec quoi? Eh bien, avec d'autres personnes, ou végétaux, ou bactéries qui sont atteintes. La prophylaxie existe depuis très longtemps et dans des civilisations anciennes, telles que les Égyptiens, on trouve des objets que l'on pourrait qualifier de prophylactiques, c'est-à-dire qui vont protéger de l'apparition de la maladie. Et dans les tombeaux égyptiens, par exemple, on a retrouvé des dagues, des bagues, des entailles pour protéger des maladies. Plus récemment, il y a certaines croyances qui nous disent qu'il y a des lieux de protection. Par exemple, dans le christianisme, d'aller dans des chapelles consacrées à Saint-Roch permettait de protéger les animaux de la maladie. On peut penser à Saint-Barthélemy pour la peste. Finalement, c'est l'observation scientifique qui a permis de comprendre les bases de la prophylaxie. Alors, un tout petit peu d'histoire encore. C'est en Espagne, l'Espagne mort, c'est-à-dire qu'entre les Arabes avaient conquis l'Espagne, c'est un vizir à Grenade, le vizir Ibn Khatib, qui n'était pas médecin, qui était historien et philosophe, donc c'était le Premier ministre, qui a compris en voyant une épidémie de peste que c'est en brûlant les vêtements des gens qui étaient malades et en brûlant les tissus qui étaient souillés que l'on pouvait protéger la population. Un exemple concret de ce que c'est que la prophylaxie. Il existe une maladie qui existe depuis les temps immémoriaux et qui, hélas, est en recrudescence, ce sont les infections sexuellement transmissibles. On pense que les IST n'existent plus. C'est une erreur. Il y en a encore et elles se développent. On verra ça dans quelques instants. Et parmi les IST, je vais dire la plus célèbre ou celle qui a fait couler le plus d'encre, c'est la syphilis, qu'on appelait aussi le mal de Naples ou le mal des Français, puisque les Français avaient importé cette maladie à Naples. La syphilis, c'est une maladie terrible. Elle est liée au tréponème et c'est une maladie qui peut entraîner des complications osseuses, des complications pulmonaires, des complications musculaires. Voilà. La syphilis, finalement, a touché tout le monde. Il faut être plus ou moins exposé, bien entendu. Mais a touché aussi des gens célèbres. Alors,
La liste est longue, mais pour en citer simplement quelques-uns et quelques-unes, mais quelques-uns en l'occurrence, François Ier, qui est mort, il avait 53 ans, et il est mort après des années de souffrance liées à la syphilis. Guy de Maupassant, l'écrivain, qui est mort à 42 ans après une paralysie générale, justement liée à cette syphilis. Alors, la syphilis ne tue pas toujours, parfois, elle met une vie invalidante, et puis des douleurs. Alors, on peut citer des écrivains, on peut citer Baudelaire, on peut citer Rimbaud, on peut citer des peintres, Gauguin, Toulouse-Lautrec, voilà, des musiciens, Mozart, Beethoven, Paganini, et oui, eux ont eu la syphilis, sans parler des personnalités politiques, Lénine, Staline, Mussolini. Bref, vous voyez que la liste est longue et qu'on aurait pu en citer beaucoup plus. C'est un médecin italien, Fallope, celui qui a donné le nom aux trompes de Fallope dans les organes génitaux féminins. C'est Fallope qui a compris que, en utilisant un tissu de soie placé sur le sexe masculin, pouvait protéger de la maladie. Alors ce qu'a fait Fallope, c'est très simple. Naples étant un coin où les taux de syphilis étaient importants, il a fait, on dirait aujourd'hui, une expérience scientifique. Il a pris 1000 hommes, plus ou moins volontaires, qui ont eu des rapports sexuels avec des femmes qui étaient plus ou moins contaminées. Et à ces hommes, il a donné ces fameuses bandes de tissu pour mettre leur sexe. On appellerait ça aujourd'hui un préservatif qui était en tissu. Eh bien, aucun de ces hommes n'a attrapé de syphilis. La syphilis est donc une maladie dont on peut et dont on doit évidemment se protéger. Des méthodes ont été développées. J'ai parlé du fourreau de soie de Fallope, mais il faut quand même rappeler que les Égyptiens, on retrouve encore dans certains tombeaux des fresques où on voit des Égyptiens, des hommes, des soldats porter sur leur sexe une sorte de fourreau. Et on sait maintenant que c'était des fourreaux qui étaient à base de boyaux de brebis. C'est pas très délicat, ça ne fait pas envie, mais en tout cas, ça protégeait. Évidemment, au XVIIIe siècle sont apparus, et au XIXe sont apparus les préservatifs en caoutchouc, et c'est Goodyear et Hancock qui aujourd'hui fabriquent des pneus, mais qui à l'époque ont développé des préservatifs en caoutchouc. Puis après sont apparus les préservatifs en latex, qui étaient utilisables, réutilisables et lavables. Et ce sont vraiment les soldats américains venant en Europe pendant la guerre de 14-18, donc en 1917, qui sont arrivés avec les premiers, ou en tout cas les préservatifs qui étaient lubrifiés, à usage unique et en latex. On va s'arrêter là, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de la prophylaxie des maladies sexuellement transmissibles ou des infections sexuellement transmissibles? Les IST existent toujours. Et comme on le voit sur ces graphiques, c'est en recrudescence parce que, eh bien, on pense qu'on est protégé de tout. En fait, c'est une erreur, il faut se protéger. En France, ces maladies progressent, et notamment chez les ados et chez les jeunes adultes. Alors, à quoi est due cette augmentation? C'est dû à un relâchement de la prophylaxie. C'est dû aussi à d'autres maladies qui rendent le système immunitaire plus fragile. On peut penser au sida. Et ça provient aussi du fait que, pour beaucoup, toute maladie se traite avec une molécule magique. Or, hélas, certaines IST deviennent résistantes et eh bien, bientôt, il n'y aura plus de molécules magiques pouvant protéger des IST. Alors, si vous ne voulez pas tester les prochaines molécules contre les infections sexuellement transmissibles, il vaut mieux se protéger et utiliser la prophylaxie. Sinon, eh bien, dans les années à venir, le seul moyen de se protéger, eh bien, ça sera de retourner dans les pratiques ancestrales, c'est-à-dire d'aller dans certains pèlerinages en pensant que l'eau nous guérira. Mais là encore, je ne suis pas certain que ça fonctionne tout à fait.